Bien, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 4 des Flashs numériques EPS. On est en présentiel aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle et donc à distance également avec vous, avec des possibilités d'interaction évidemment à tout moment via le chat ou tout simplement également en levant la main si vous souhaitez prendre la parole. Notre intention aujourd'hui est de vous présenter certains usages de l'intelligence artificielle dans les pratiques EPS. Et pour ce deuxième épisode de cette saison-là, nous sommes accompagnés avec Aymeric Soulier, qui est interlocuteur académique au numérique. Nous sommes accompagnés de deux invités que je vais laisser Aymeric présenter. Alors, nous avons ce soir Brice Rominger qui est un enseignant fraîchement agrégé d'EPS. Brice, après un passage à Orléans-Tours, est rentré dans l'académie. Après un passage dans un lycée à Quillan, il est maintenant en poste à Bédarieux depuis 2022. Le numérique a toujours été une source d'inspiration pour lui dans sa pratique professionnelle, en continuant de croire que cet outil est un levier non négligeable dans le développement des compétences de nos élèves. Il fait Bonsoir. partie du groupe NUMEPS, C'est ça. où il a expérimenté pas mal de scénarios pédagogiques enrichis par le numérique. Et ensuite, nous avons Juan Gomez Soria, qui, venant d'Espagne, après des études en Erasmus en France, a décidé de rester en France. Et il a passé le CAPES en 2014. Suite au CAPES, il est monté dans l'académie de Créteil, où il était en poste à Vitry-sur-Seine. Et il est revenu dans l'académie de Montpellier. Il est maintenant en poste à Nîmes, au collège de Jules Verne. C'est suite aux formations dans l'académie de Créteil qu'il a eu une appétence pour le numérique, même s'il a toujours été passionné par le numérique. Et lors des formations, il a découvert le potentiel du numérique pour enrichir ses propositions pédagogiques. Bonsoir, ouais. Bonsoir, enchanté, content d'être avec vous. Bonsoir tout le monde. Donc on est ravis d'accueillir ces deux enseignants membres du cercle numérique et donc pour parler avec vous d'intelligence artificielle, évidemment un sujet d'actualité fort et on va essayer ensemble de voir comment ça peut enrichir les pratiques enseignantes et les apprentissages des élèves au travers de propositions très concrètes. Mais déjà pour situer un petit peu ces enjeux-là, si on prend une tentative de définition qui est donnée par le Conseil de l'Europe, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de sciences, de théories et de techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d'un être humain. Donc les développements actuels visent à pouvoir confier à une machine des tâches complexes auparavant déléguées à un humain et on va voir comment, dans les pratiques enseignantes, cela peut nous apporter une plus-value, mais également les dérives ou les limites que nous pouvons identifier avec ces usages-là, les points de vigilance qui nous paraissent importants. Donc, on pense évidemment avec le groupe numérique que c'est une intelligence artificielle qu'il convient pour nous d'apprivoiser et c'est l'occasion forcément de renforcer le développement de l'esprit critique et de replacer du coup ou de placer l'enseignant pleinement dans son rôle d'expert puisqu'il s'agit de pouvoir porter un regard critique sur les propositions que l'intelligence artificielle peut faire. On pense que c'est également l'occasion pour l'enseignant de renforcer ou conforter son rôle de concepteur et on va le voir au travers des propositions très concrètes de Juan et de Brice puisque plutôt que d'avoir à utiliser une application qui est conçue au préalable, a priori, les enseignants ici présents et formateurs ici présents vont vous montrer comment on peut concevoir sa propre application pour réellement répondre aux besoins pratiques de l'enseignant sur le terrain et poursuivre les apprentissages des élèves. Au niveau ministériel et dans chaque académie, en ce moment, en cours de conception ou de rédaction d'une charte d'usage, puisqu'évidemment se posent des enjeux éthiques, des enjeux philosophiques, mais aussi des enjeux écologiques. Et Erwan en dira un mot tout à l'heure sur tout ce que peut apporter cette intelligence artificielle, mais évidemment, encore une fois, tout ce que nous pouvons porter comme regard critique. D'un point de vue plus global, et c'est les travaux que nous menons avec le cercle NUM-EPS, on essaie toujours de se situer entre cette technophobie et cette techno-euphorie. Pour nous, il ne s'agit pas de tenir à distance, de nier, d'interdire ces usages-là, mais il s'agit évidemment de ne pas succomber à une forme de facilité, à une forme de séduction que pourraient avoir ces outils-là, en tenant du coup à distance le rôle premier de l'enseignant qui est de consister à garantir des apprentissages chez les élèves. Donc on va essayer, au travers de la présentation aujourd'hui, de voir comment on peut adopter cette posture d'équilibre entre technophobie et techno-euphorie.
Des usages en EPS s'en développent déjà un certain nombre et on voit tout le foisonnement de la profession toujours sur ces utilisations. On peut les imaginer sur le versant élève et sur le versant enseignant. Donc pour contextualiser un petit peu les choses aujourd'hui, on peut imaginer que ce travail-là, côté usage élève, pourrait permettre une aide au travail personnel de l'élève, pourrait permettre donc de renforcer des recherches sur l'APSA, d'enrichir les connaissances qui sont liées notamment au domaine 4, au domaine 5 du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, peut également, pourquoi pas, tenir le rôle d'une forme de coach personnel. Il y a des usages qui se développent à ce sujet-là. Toujours côté versant élève, on peut imaginer une aide à l'analyse de la motricité ou des données recueillies. L'intelligence artificielle pourrait nous aider à ça, peut nous aider à ça, en accompagnant, pourquoi pas, des choix tactiques ou stratégiques que pourraient être amenés à faire les élèves, en les aidant à identifier des régulations ou des choix à effectuer au cœur de la leçon et tout simplement en analysant, en aidant à l'analyse de la motricité. Du côté versant enseignant, on peut imaginer des usages et voir des usages déjà, encore une fois, se développer concernant l'aide à la conception de la leçon pour développer évidemment ses propres connaissances pour l'enseignant sur les connaissances liées aux activités physiques, sportives et artistiques, pour aider à la recherche de situations d'apprentissage, avec là aussi toutes les limites et les points de vigilance qu'il nous paraît essentiel de mentionner. Une aide organisationnelle, puisque l'intelligence artificielle peut nous aider, pourquoi pas, à concevoir des groupes ou des rotations au sein de la leçon et faciliter du coup ici la gestion organisationnelle, ou une aide à la conception de documents support. Et enfin, un dernier usage qui sera au cœur de la proposition aujourd'hui des collègues notamment, l'aide à la conception d'outils pour pouvoir concevoir ses propres outils sans avoir de connaissances spécifiques de code, de connaissances techniques, de connaissances HTML. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans une approche techniciste, mais de voir comment l'intelligence artificielle peut nous accompagner dans ces usages-là. Alors voilà, en faisant référence à différents outils qui sont développés, on fait un clin d'œil ici aux formations à l'intelligence artificielle en ligne qui se sont développées. On pense notamment aux propositions de WebGG. On peut penser à tous les outils comme Canva qui intègrent maintenant de l'intelligence artificielle. Des outils comme Oshi qui peuvent aider à l'analyse de la motricité, là aussi avec toutes les vigilances qu'il convient d'avoir là-dessus, ou des outils de type chatbot qui peuvent accompagner le coaching d'un élève, et je mets des guillemets évidemment à ce mot-là. Voilà, beaucoup d'usages. Je ne vais pas plus loin dans cette présentation initiale pour céder la parole à nos deux intervenants du jour et qui vont essayer de nous situer ces enjeux-là, et de nous en faire une preuve pratique sur le terrain avec des élèves. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, messieurs? À vous de jouer. Je vous passe la main pour partager votre écran. Est-ce que c'est bon pour toi, Arwan? Oui, très bien. Je vais partager mon écran. Bon. Et je vais vous présenter dans un premier temps un peu les bases de l'intelligence artificielle, c'est pourquoi je me suis intéressé aussi. Et ensuite, Brice, mon collègue, va vous présenter un cas de figure très précis. Et puis enfin, je vous présenterai un cas un peu plus complexe et plus avancé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour concevoir des outils pédagogiques enrichis par le numérique via l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ça fait à peu près un an que je me suis intéressé. Et dans un premier temps, j'ai essayé de l'utiliser. Elle n'était pas très, très convaincante et j'avais pas cette wow qu'aujourd'hui on peut avoir. Et il faut savoir que ce développement de l'intelligence artificielle, et ça a commencé vers vraiment la fin des 2024. Donc c'est à ce moment-là que j'étais un petit peu bloqué par les outils qui étaient déjà en place, qui étaient déjà des applications qui étaient déjà en place pour pouvoir créer mes scénarios pédagogiques moi-même. Et j'ai trouvé du coup l'intelligence artificielle qui m'a aidé à concevoir mes outils par moi-même. Donc, à partir de là, je me suis intéressé et j'ai eu cet effet waouh qu'aujourd'hui, à beaucoup de gens, quand ils commencent à utiliser l'intelligence artificielle, mais toujours en nuançant, et comme Johan a bien pu le dire, entre l'euphorie et vraiment rester pragmatique en même temps. Donc, en ce qui concerne du coup l'intelligence artificielle, il faut savoir tout simplement que c'est un outil informatique.
c'est vraiment une machine. Il faut différencier. Beaucoup de gens soutiennent que l'intelligence artificielle peut raisonner. Et vraiment, il faut savoir, c'est vraiment comme un tableau Excel, une machine vraiment qui reproduit des mots, on va dire. Donc, l'IA cherche à développer des systèmes informatiques donc, qui peuvent effectuer des tâches qui simulent un peu l'intelligence humaine. D'accord? Et c'est là, ça a commencé, on a commencé à parler d'intelligence artificielle vers les années 50. Et le terme intelligence artificielle est né dans la conférence de Dortmund en 56. On va dire que l'intelligence artificielle se repose sur des algorithmes complexes, des méthodes mathématiques, d'accord, qui vont pouvoir analyser des données, énormément de données, d'identifier des mots, de prendre des décisions, améliorer la performance. Et cette capacité d'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est ce qui a permis de développer au fur et à mesure cette utilité pour nous. Donc cette évolution, comme je vous ai dit, ça a commencé notamment en fin 2024 quand il y a eu cette croissance exponentielle. Et ce qu'aujourd'hui on peut vous exposer, demain et dans 2 semaines, probablement il y aura d'autres intelligences artificielles qui auront dépassé un peu peut-être nos propos, mais ça restera toujours très pragmatique. Donc, pour faire une analogie, le cœur de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un prédicteur de texte. D'accord? Ce que vous avez sur vos téléphones, quand vous écrivez un message, vous avez un mot qui est prédit automatiquement et sur lequel vous appuyez directement. Donc, l'intelligence artificielle se base sur ces systèmes. On va dire que, je vous donne un exemple. Vous écrivez sur l'intelligence artificielle, vous écrivez le chat est assis sur, et le mot qui va suivre, selon des probabilités statistiques, ça va être canapé ou lit. C'est les deux plus probables en fonction de ce que vous avez mis. Donc, en fonction de cette probabilité, l'intelligence artificielle est capable d'anticiper et de donner une réponse adaptée et à ce qu'on attend d'elle. On va dire que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un générateur de texte. Donc, elle va pouvoir donc prédire les mots et aussi bluffant qu'elle est capable de simuler l'intelligence humaine, voire au-delà dans certains cas. Pour pouvoir prédire tout ça et pour pouvoir simuler cette intelligence, ce développement de l'intelligence artificielle s'est fait grâce à l'envahissement des données dans le monde. C'est-à-dire avec les réseaux sociaux, les données, la connaissance humaine a été vraiment mise dans des data centers immenses. Et c'est ce qui a permis de créer un réseau neuronal qui simule du coup le cerveau humain et qui permet aujourd'hui de reproduire des choses et des textes qui peuvent dépasser, comme je dis, l'intelligence humaine. Donc, quelles sont les forces et les limites? Comme je vous ai dit, une connaissance absolue de tous les domaines du monde qui sont interconnectés via des réseaux neuronaux et des capacités d'adaptation sur différents domaines, que ce soit sur des voitures, sur des téléphones, sur toute l'industrie en général. Et cette capacité à apprendre et cette évolution constante. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des limites. Une que j'aimerais vraiment citer, c'est cette erreur, cette capacité de l'intelligence artificielle à halluciner. C'est-à-dire qu'elle peut nous donner des réponses qui ne sont pas du tout vraies. Il faut nuancer, il faut vraiment pas croire tout ce que l'intelligence artificielle nous dit. Et il faut vraiment avoir cet esprit critique et ne pas avaler les mots aveuglement. Donc voilà. Un autre biais aussi, on en parlera peut-être après, mais c'est les fake news qui sont utilisés grâce à l'intelligence artificielle. Comme par exemple, on a vu Trump habillé comme le pape, ou des images vraiment qui apparaissent, ou des faux articles. Pour l'anecdote, des dernières fake news qui ont été envahies au niveau de la géopolitique. La Russie, éventuellement, il a envahi le net des mauvaises informations sur lesquelles l'intelligence artificielle s'est basée pour répondre à des questions que nous, les Français et les Occidentaux, se sont posées. Et du coup c'est là que l'intelligence artificielle a halluciné,
Et il a donné des réponses qu'on ne s'attendait pas ou qui vont orienter politiquement vers un côté ou l'autre. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et avoir cet esprit critique. Aujourd'hui, on va rester pragmatique et on va vous montrer comment utiliser, nous, l'intelligence artificielle pour créer nos propres outils pour que vous puissiez l'expérimenter auprès de vos élèves. Donc pour cela, il faut interagir avec elle. Pour interagir avec elle, vous pouvez rentrer sur différents outils que vous pouvez avoir sur le net, sur le téléphone. Et il faut savoir qu'il y en a énormément. Mais bon, vous pouvez rester sur les plus simples, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini de Google, que ce soit Mistral pour côté français. C'est une intelligence artificielle française, purement française, où les données sont stockées en France. Il faut le savoir. Vous avez aussi Perplexity, c'est une intelligence artificielle qui se base sur les sources, sur les données qui sont sur le net. Et voilà, essentiellement, vous pouvez rester sur ça, même s'il y en a des centaines et d'autres intelligences artificielles qui peuvent nous servir. Donc, tout bêtement, vous rentrez, vous vous inscrivez. Il faut toujours s'inscrire pour pouvoir l'utiliser avec votre adresse mail et vous pouvez l'utiliser. Nous, aujourd'hui, on va vous expliquer comment l'utiliser pour créer des applications via la programmation, parce qu'il faut savoir qu'une des atouts les plus intéressants de l'intelligence artificielle, ce sont sa capacité de coder, de créer des lignes de code et de développer des algorithmes. Donc, grâce à cette capacité, nous, on va s'en servir pour rentrer dans un cadre qu'on appelle, pour concevoir les ressources, qu'on appelle le vibe coding. Le vibe coding, c'est un concept qui est apparu en février, donc on vous parle aujourd'hui mois de mai, il y a 3 mois, d'accord? En fait, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer du code. Et ce code, c'est ce qu'on appelle HTML, JavaScript. Il y a beaucoup des formes de code, mais nous, on va rester sur l'essentiel. Et en fait, ça va nous permettre de créer des applications web simples pour le PS, sans forcément avoir aucune connaissance en programmation, ni d'avoir des compétences particulières en informatique. Donc, c'est comment créer un PowerPoint, on va dire, mais au lieu de le créer nous-mêmes, on va interagir avec l'intelligence artificielle, on va lui dire, on va lui écrire ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on veut créer. Et l'intelligence artificielle va se charger de créer ce code et va se charger de nous faire une mise en page et une forme. Et nous, on va pouvoir le modifier, le remodifier et l'adapter à nos besoins. C'est là tout l'intérêt. Ce vibe coding, pour tout savoir, c'est pour nous que nous ne sommes pas connaisseurs de codage, c'est très très efficace. Après, si les développeurs l'utilisent pour du soutien, mais aujourd'hui, les grands développeurs, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'aller au-delà des grands développeurs. Mais nous, amateurs, ça va être un grand outil qu'on va pouvoir utiliser. Et pour finir cette première partie, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça? On va concevoir nos ressources grâce à ça. Et c'est afin d'enrichir nos pratiques pédagogiques en ayant un outil vraiment 100% personnalisé. Vous allez pouvoir repérer par exemple une application sur le Google Store ou n'importe où et vous dites j'aimerais avoir la même mais avec quelques modifications parce que mon public en a besoin, parce que mes élèves en ont besoin. Et vous allez pouvoir vous en inspirer, créer votre propre application et de A à Z sans connaître, comme je vous ai dit, d'avoir des compétences en codage ou autre. Donc voilà, l'idée c'est que vous avez un besoin, vous allez pouvoir concevoir grâce à un outil d'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, ChatGPT, Gemini de Google ou d'autres. Vous allez pouvoir concevoir cet outil, le développer et le tester sur le terrain pour pouvoir l'ajuster éventuellement et puis pourquoi pas la publier ou la partager avec toute la communauté de nous en EPS. Et puis, Brice, mon collègue, va vous expliquer un peu la démarche à suivre pour pouvoir créer ces applications et vous allez voir, ça va être très pragmatique. Je te cède la parole, mon cher Brice. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous lors de ce flash numérique EPS sur le thème de l'intelligence artificielle.
Alors, moi, finalement, l'objectif, ça va être de vous montrer que grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, finalement, maintenant, avec cette révolution numérique qu'on subit avec cette IA, on va maintenant pouvoir ouvrir le champ des possibles grâce à la création de sa propre application. Et donc, je vais vous montrer un exemple en basket où j'ai créé une application, justement, avec l'IA sur le relevé d'un triple score. Alors, comme Juan, si je me suis intéressé, moi, à l'IA, c'est en partant de plusieurs réflexions et du constat suivant, c'est que finalement, maintenant, on a des applications qui sont en permanente évolution. Si on reste dans l'exemple du basket, on a par exemple IPTB sur iOS et PTB+ sur Android, deux applications qui, avant l'IA, faisaient notre bonheur. Et finalement, ces applications, on voyait qu'il y avait un développement permanent des fonctionnalités. Une fonctionnalité qui marchait aujourd'hui, peut-être que le lendemain, elle ne fonctionnait plus. Pareil, au niveau de l'obsolescence, on peut avoir une application que vous voyez là, les deux à droite, qui peuvent très bien fonctionner aujourd'hui, et le store peut les faire disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'est un peu frustrant, puisque lors de nos formations continues qu'on a pu animer, on essaye de dire à nos collègues qu'il faudrait utiliser ces applications, et finalement, elles disparaissent, donc c'est un peu frustrant. Et ensuite, on a des applications qui peuvent avoir, comme toutes les autres applications des différentes APSA, des coûts qui peuvent être variables. Ces deux applications étaient gratuites et IPTB est maintenant payant, 2,99 €, il me semble. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont à penser. Et enfin, selon moi, on a aussi un manque de liberté pédagogique numérique sans l'IA. C'est-à-dire que finalement, dans le store, on a peu de choix dans les applications disponibles. En basket, à part ces deux applications, on va vite être limité. Et une fois qu'on a choisi notre application qui paraît nous convenir, finalement, à l'intérieur, on voit qu'on peut être limité dans l'usage avec des fonctionnalités qui, pour nous, pour nos élèves, pour le niveau qu'on attend, ne servent pas finalement à grand-chose. Alors là, je vais vous présenter l'application que j'ai créée grâce à l'intelligence artificielle en utilisant le chatbot qui est le plus connu en ce moment, le plus utilisé avec ChatGPT. Donc, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu les démarches à suivre pour faire l'application. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez donc le chatbot ChatGPT, et là, en direct, on est en train de rentrer un prompt. Donc, le prompt, c'est ce que vous demandez à votre IA, tout simplement, votre recherche, et ce prompt doit être le plus précis possible. Plus il sera précis, plus votre application aura les exigences que vous demandez. Donc là, pour gagner du temps, je vous ai fait un copier-coller. Donc, vous voyez, c'est très précis. Je demande le triple score que je veux. Je veux une première page d'accueil. Après, je veux une deuxième page avec le triple score, puis une page de résultats. Avant de continuer, il faut savoir que l'IA, c'est un dialogue qu'on fait avec cette application. C'est-à-dire que ce n'est pas en un prompt souvent qu'on va atteindre ce qu'on veut. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à revenir. Et c'est vraiment un dialogue qui s'instaure pour avoir vraiment l'application finale qu'on souhaite avoir. Donc là, si vous voyez bien sur l'écran, on a à gauche la question qu'on a demandé à l'IA, et à droite, en direct, on a vraiment le codage HTML qui est en train d'être fait en direct. Vous avez l'application qui est en train de se créer devant vos yeux. Alors, on va gagner un petit peu de temps, parce que là, on a quand même 1 minute 15 de prompt, là. On va avancer. Voilà. Et à la fin, vous devez copier l'ensemble de ce code. Donc, soit vous sélectionnez tout, et ça va être un peu long, soit vous avez un bouton en haut à droite là, pour copier, vous cliquez dessus, et là, vous allez sur un éditeur de texte. Alors, sur iOS, c'est TextEdit. Vous pouvez prendre Acode pour Android, ou sur Windows, vous pouvez utiliser le bloc-notes. Donc là, on est dans l'éditeur de texte, et là, vous avez deux manipulations à faire. La première, convertir sous format texte, sinon votre application aura peut-être des trous, sera peut-être mal lue. Et ensuite, vous devez l'enregistrer. Là, vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi, je l'ai appelé application Basket IA. Et ce qui est très important, c'est de mettre .html à la fin, puisque vu que c'est du codage HTML, si vous ne mettez pas .html, elle ne sera pas lue. Idem, vous devez décocher la case en dessous, utiliser .text pour votre application soit lue. Une fois que c'est fait, vous quittez. Et là, si vous regardez bien en haut à droite, on a l'application qui est générée sur le bureau. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer l'application que j'ai créée du coup en basket.
Donc cette application qui est en triple score, finalement, elle se rapproche grandement de IPTB et PTB+, mais elle se veut évolutive et surtout elle se veut répondre aux besoins de mes élèves par rapport à l'objet d'enseignement que j'ai choisi pour eux. Le gros point positif, c'est que vu que c'est du HTML, c'est une application qui est utilisée en local et du coup, je n'ai pas besoin d'Internet pour l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc je vous la présente très rapidement. On va arriver sur une page, donc je double-clique bien sûr sur mon application qui est présente sur le bureau. Et on arrive sur une page d'accueil où là, je demande à mes élèves de rentrer donc les données, c'est-à-dire l'équipe, donc le nom d'équipe. Alors souvent, de manière culturelle, je leur demande un peu des équipes de la France, de l'Europe, l'Euroleague ou même des États-Unis, de la NBA. Donc là, ils ont choisi la NBA. Donc on a les Boston en vert. Et si vous voyez bien, on a les boutons en bas qui s'adaptent à chaque fois que vous écrivez et que vous sélectionnez une couleur. Pareil, le compte à rebours, mes élèves peuvent choisir. Alors c'est moi qui choisis le temps effectif, mais c'est eux qui gèrent l'application en entier. Une fois que c'est bon, à l'issue de l'entre-deux, la première équipe qui prend la balle, c'est l'équipe qui possède la balle, qui a l'écran de sa couleur. Donc là, par exemple, on voit que l'écran est vert. Ça veut dire que c'est l'équipe verte qui a la balle. Donc c'est très parlant pour l'élève. Quand l'écran est rouge, ça veut dire que c'est l'équipe rouge qui a la balle. Et là, vous voyez, on a en haut les scores qui s'adaptent, le chrono qui déroule en permanence. Et vous voyez, on a notre triple score avec les boutons entre zone favorable 10 points, tir en zone favorable 100 points et le panier qui vaut 2 points. À chaque fois que j'appuie sur panier, vu que la possession change, eh ben, mon écran et mon application s'adaptent. Idem pour les pertes de balles. Et si je fais une erreur, regardez, si j'appuie sur corriger, on a le score en haut à droite qui s'adapte en permanence, puisque j'ai demandé à l'IA que si mon élève fait une erreur, il puisse bien sûr corriger dans l'ordre des opérations faites le score. À la fin du match, si on est pressé, on doit arrêter le match avant les 5 minutes de jeu. J'ai demandé à l'IA de me proposer une question de confirmation pour pas, pareil, qu'un élève sans faire exprès me coupe le match. Et là, on arrive sur une page de résultats qui se veut le plus simple possible, puisque pour utiliser beaucoup IPTB, la page de résultats est très dense et peu lisible pour mes élèves. Donc là, j'ai voulu qu'elle soit très lisible avec simplement mes critères de maîtrise, à savoir les entrées en zone favorable, les tirs en zone favorable et les paniers. On n'oublie pas de valoriser, puisqu'on est dans le champ 4, le vainqueur, en mettant l'équipe gagnante. Et grâce à ça, mes élèves pourront s'auto-évaluer dans la compétence qui est attendue. Ensuite, on a créé un bouton rejouer, où là, quand l'élève clique sur rejouer, il va revenir sur l'écran d'accueil. Et ce qui est bien, c'est que l'application a gardé en mémoire les noms d'équipe. Donc ça, c'est un gain de temps non négligeable pour la suite. Donc, concrètement sur le terrain, alors attendez. Voilà, donc, avec mes élèves, voilà un exemple concret, donc avec mes sixièmes. Donc, ils sont par équipe de 3. On fait du 3-3 sur les terrains sur la largeur, avec une zone favorable qui est à 4 mètres du panier. Et je mets 3 équipes par terrain, donc 2 équipes qui s'affrontent, et une équipe qui tient les rôles sociaux avec donc un élève qui gère la tablette, qui doit être, lui, assez concentré et réactif par rapport aux annonces qui sont faites par un commentateur. Donc ça, c'est mon deuxième rôle. Rôle très important, indispensable, puisque c'est le rôle de commentateur qui permet de relever correctement le score. La consigne, c'est vraiment d'annoncer les 4 critères, à savoir les pertes de balles et les entrées en zone favorable, tirs en zone favorable et paniers, c'est tout. C'est tout, sinon on va noyer celui qui est en train de remplir l'application. Et enfin, bien sûr, on a un arbitre qui va faire respecter les règles essentielles, à savoir la reprise de dribble, le marché, et la règle du non-contact en défense. À l'issue du match, je vais un peu vite. Donc à l'issue du match, l'application arrive de suite, à l'issue des 5 minutes, sur la page de résultats. Et là, donc mes élèves viennent directement consulter en co-analyse les résultats. Et là, de manière naturelle, il y a une co-analyse qui se fait où ils regardent le score, ils voient surtout leurs acquis, quel score est plutôt élevé et quelles conséquences ils peuvent en tirer, mais aussi les besoins sur les scores qui sont un peu plus bas. Et moi, à base de questions, feedback interrogatif, j'essaie de les orienter sur des ateliers de besoins. Alors, quelles sont les plus-values selon nous, selon moi?
sur l'IA en EPS de manière générale. Pour moi, comme l'a très bien dit Johan, on a maintenant beaucoup plus de liberté sur la conception d'outils. C'est-à-dire que maintenant, finalement, on peut créer des outils de manière illimitée en fonction des objets d'enseignement qu'on a ciblés. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que maintenant, ça facilite l'élaboration d'outils. Comme l'a très bien dit Johan aussi, on n'a plus besoin maintenant d'un niveau expert, et Juan aussi, en informatique. Là, tout votre codage est créé. Vous n'avez pas besoin de faire une formation en codage HTML, puisque l'IA vous le génère immédiatement. Vous rentrez ce que vous voulez, l'IA vous fait la partie un peu technique informatique. Donc, c'est accessible à toutes et à tous, et ça, c'est vraiment très intéressant. Enfin, on a un gain de temps qui est non négligeable pour l'enseignant, puisqu'il va concevoir des outils qui lui sont propres, sans avoir besoin de chercher toutes les applications qui peuvent exister dans son APSA et dans ses besoins, mais aussi pour l'élève, puisque l'enseignant qui connaît mieux que personne ses propres élèves va proposer un outil qui est adapté à leurs besoins par rapport à l'objet d'enseignement qui est choisi par l'enseignant, et surtout au niveau compréhension, ce sera beaucoup plus facile. Pour mon application, en quoi c'est une plus-value? On a un engagement moteur qui est plus important avec peu d'observateurs. Elle va donner du sens aux apprentissages puisqu'elle va être ciblée directement sur l'objet d'enseignement que j'ai choisi. Le recueil de données pour un triple score en 6e qui peut paraître difficile, là avec l'application, ça va faciliter ce recueil de données. Et enfin, ça va permettre d'engager une co-réflexion grâce au score parlant que j'ai mis en place. Enfin, pour aller plus loin, on pourrait proposer une évolution sur mon application. Et moi, j'ai choisi de bonifier ce score qui était à 2 points sur les paniers à 1000 points, si on se base sur un indice à indice 100 000. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous dites à l'IA d'adapter votre score, et donc vous repartez dans l'IA, vous refaites un prompt, etc. Soit je peux vous montrer que vous-même, vous pouvez modifier dans le code HTML qui existe ce système de score panier marqué en zone favorable de marque. Donc là, ça fait un peu plus appel à des compétences techniques, quoique il faut juste lire votre code HTML. Alors tout est en anglais, donc là je vous le fais en direct. On va juste changer le bouton panier en zone favorable de marque. Donc là on a button en anglais, donc c'est un anglais qui est assez simple normalement à comprendre. Et là vous voyez en direct je suis en train de changer le nom du bouton et je lui dis que le bouton vaut 1000 points. Mais là si je m'arrête là et que je mets entrée et que j'enregistre, si je clique sur le bouton, ça va valoir que 2 points. Il faut que je change la valeur aussi. Donc là, je vais changer la valeur. Et donc maintenant, mon application, donc je l'enregistre, tout pareil, je la convertis au format texte. Je mets le nom de mon application, donc je l'appelais évolution .html. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter, enfin il faut même le faire. Il ne faut pas oublier à enlever, décocher la case utiliser .text à défaut d'extension. Et ça, mes élèves, sur l'évolution, il n'y a aucun souci de ce côté-là, puisque c'est exactement la même application, sauf que le bouton, il y a un seul bouton qui a été changé, et finalement, ils arrivent très bien à utiliser ça. Et bien sûr, ça a aussi un effet motivationnel, où vous voyez ici, là, j'ai le bouton qui a été changé en direct, et on voit bien qu'au niveau du score, c'est adapté, et qu'à la fin du match, mes 1000 points sont bien pris en compte. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai à votre écoute à l'issue de ce flash. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Je vais continuer sur cette dynamique. Je vais essayer pas de rentrer dans des détails techniques, mais vous montrer de façon pragmatique comment vous pouvez interagir avec cette intelligence artificielle pour que vous puissiez créer vous-même sans être trop dans le flou. Donc, pour illustrer mes propos, pour être concret, moi j'ai commencé, j'ai créé une application qui m'a demandé beaucoup plus d'interaction, d'aller-retour avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ce bouton n'allait pas, est-ce que tu peux le mettre un peu plus à droite? Est-ce qu'on peut ajouter cette fonctionnalité? Bon, tout un tas d'allers-retours. Et pour cela, la méthode que Brice nous a montrée, elle était un peu laborieuse, mais on peut y arriver très bien. Et on a des fonctionnalités, notamment ChatGPT et Gemini, qui nous permettent de voir en temps réel le rendu du code. Donc pour cela, je vais vous montrer tout simplement et tout bêtement, vous pouvez aller sur Gemini. Gemini, c'est l'IA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'IA de Google. D'accord?
Actuellement, Gemini, c'est ce qui est actuellement à la tête de performance en termes d'intelligence artificielle. Même s'il y en a d'autres qui sont très compétentes, ChatGPT ou Claude, par exemple, entre autres. Donc, pour cela, vous allez créer votre prompt, vous allez décrire à l'intelligence artificielle ce que vous voulez. J'ai mis un prompt déjà, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez, d'accord? Et vous avez ici une option, un petit onglet qui s'appelle Canva. Cet onglet, Canva, vous l'avez normalement sur toutes les IA aujourd'hui. Donc, vous appuyez dessus et vous demandez à l'intelligence artificielle, vous envoyez votre prompt. Elle va créer le code, d'accord? Et automatiquement, vous allez avoir sur l'intelligence artificielle, vous allez avoir le rendu directement. Cette méthode vous permet en temps réel de faire des modifications sans devoir faire des allers-retours, des modifications. Donc vous pouvez voir sur le prompt que j'ai mis tout bêtement, j'ai cette application qui m'est à créer. C'est un compteur tout simple avec un chronomètre. Pourtant, sur mon prompt, vous pouvez voir, il n'est pas non plus très détaillé. Mais aujourd'hui, l'IA est capable de prédire un peu nos besoins, entre guillemets. Et j'ai une application fonctionnelle que je peux tester en temps réel. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ben je lui dis est-ce que ce bouton, je peux le mettre en bleu? Est-ce que c'est le fond, je peux le mettre un peu dynamique? Et aujourd'hui, vous allez pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle grâce à ce système plus facilement. Toujours pareil, vous téléchargez ce code, vous pouvez le télécharger, le copier et faire la manipulation. À la fin, quand vous avez votre rendu qui est intéressant pour vous, que vous voulez, vous pouvez copier ce code, le mettre sur votre bloc de notes, sur n'importe quel éditeur de texte et le convertir en HTML pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel navigateur. Donc, moi, dans l'application que je vais vous montrer, que j'ai construit grâce à l'intelligence artificielle, je l'ai appelé Batracker. Et c'est un besoin qui est apparu. J'ai utilisé pas mal de fois, je ne sais pas si vous connaissez EPS Impact, et il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Du coup, je m'en suis inspiré. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas demander aux élèves de repérer toutes les frappes qui sont effectuées par les badistes, donc par ses camarades qui sont en train de jouer. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que la plupart de mes élèves débutants, ils jouaient essentiellement au centre sans réfléchir, à changer de direction l'adversaire, à essayer de viser, de faire des amortis, de dégager à droite, à gauche. Et du coup, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'écrire un terrain de BAD, faire mon terrain central que j'aménage avec mes élèves, avec des plots tout simplement. Et je lui ai demandé tout simplement, ici vous avez mon prompt, mais bon, je lui ai demandé du coup de créer une application. Dans un premier temps, elle m'a pondu un truc, pardon pour l'expression, elle m'a créé cette application du coup qui était pas mal. Donc j'avais, en fonction de là où le volant a été frappé par l'adversaire, ben, j'avais un petit rendu statistique qui était intéressant. Petit à petit, j'ai interagi avec elle. Et j'ai pu à la fin arriver avec des interactions, beaucoup d'interactions, oui, parce que c'est une application qui va un peu plus loin. Et à cette application dans laquelle les élèves vont pouvoir, deux observateurs, interagir avec une tablette, observer où le volant a été frappé par les élèves badistes. Et à chaque fois que le volant est frappé à l'intérieur de la zone, nous avons le niveau de maîtrise qui diminue. Nous avons la zone dans laquelle on ne veut pas que l'élève joue. Et à chaque fois qu'on envoie dans des zones un peu plus décentralisées, mon niveau de maîtrise augmente. Donc, quand j'ai de dizaines de frappes, je peux avoir une donnée statistique concrète et fiable qui permet à l'élève de voir où sont les zones dans lesquelles il a joué et où sont les zones dans lesquelles je ne devrais pas jouer. Donc, j'ai testé ça sur le terrain. Je me suis dit pourquoi pas ajouter un score et j'ai rajouté une fonctionnalité. En appuyant une seule fois, l'élève va pouvoir marquer le lieu de la frappe et en laissant appuyer, j'ai pu rajouter cette fonctionnalité, c'est de mettre le score qui se met à jour
et le point où est-ce qu'il a été marqué. Donc, s'il va dehors, ben, il y a faute. S'il va sur le filet, il y a faute. S'il va dedans, ben, il me rajoute les points. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté des fonctionnalités en interagissant avec l'intelligence artificielle. Vous avez ici aussi un petit compteur. Vous pouvez rajouter le temps, le démarrer, revenir en arrière. Donc, tout ça, c'est grâce à l'interaction tout simplement avec l'intelligence artificielle. Et à la fin, je peux rajouter une fonctionnalité assez intéressante. C'est que je lui demandais tout simplement à l'intelligence artificielle de me créer un bouton dans lequel j'avais un rapport statistique et les élèves n'avaient qu'appuyer dessus. Et j'avais ici le niveau de maîtrise pour chaque élève. J'avais ici le score, les zones qui ont été visées par chaque élève et le niveau de maîtrise pour chacun. Et à la fin de la séance, je peux corriger tout simplement les maths qui ont été aller sur chaque tablette et regarder tous les rapports qui ont été produits par mes élèves. Et en termes de, je donne juste deux, trois tips qui vont vous permettre d'être efficace, si j'ai le temps, Johan. 2-3 minutes pour les Allez. 2-3 tips, ce sera parfait. Un Très bien. tips par minute. Donc, pour pouvoir être efficace dans la création des outils un peu plus avancés, même dans vos outils, j'ai doublé l'interaction avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demandé à une autre intelligence artificielle, peu importe, ou à la même, Gemini, ChatGPT, je lui ai demandé d'optimiser mon prompt. Je lui ai dit, je vais utiliser l'IA pour créer une application pour mes élèves. Est-ce que tu peux optimiser mon prompt pour que l'IA puisse l'interpréter plus efficacement? Donc, je lui ai dans un premier temps donné le code basique que j'avais créé dans un premier temps où j'avais ce rendu. Par exemple, je lui ai dit à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux optimiser ce prompt? Je lui ai donné les fonctionnalités que je voulais et lui, il m'a créé un prompt qui est vraiment optimisé à ce moment-là pour que l'IA puisse l'interpréter plus facilement et prévoir ce que j'ai en tête finalement. Parce que on s'est rendu compte avec l'interaction de l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle n'est pas dans votre tête. Donc, elle va pas non plus pouvoir lire dans votre cerveau. Donc, il faut vraiment tous les mots qu'on lui donne, c'est ça elle va lire. Donc, en optimisant le prompt, l'IA, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc, je copie ces prompts, je le copie, qui va être généré par l'IA, et je vais sur Gemini et sur notre IA, et je lui donne, je colle ce prompt qui va pouvoir être optimisé et il va pouvoir créer quelque chose de plus avancé et plus efficace, on va dire. Et dernière tips, vous avez toutes les IA qui sont souvent payantes. Donc, vous allez vous retrouver peut-être limité par le nombre des messages et vous allez être peut-être frustré parce que jusqu'à demain, je ne vais pas pouvoir faire évoluer mon application. Je vous rassure, il existe des applications des IA gratuites. En l'occurrence, je vous présente ici Google AI Studio. C'est une intelligence artificielle de Google basée sur Gemini, d'accord? Et qui est visée pour que les gens comme nous, on puisse tester. Eux, qu'est-ce qu'ils gagnent à la rendre gratuite? C'est qu'ils vont repérer les données, ils vont voir comment interagir avec elles et ça leur permet de développer d'autant plus leur intelligence artificielle. Pour nous, c'est tout bénef parce que on va pouvoir avoir le dernier modèle d'intelligence artificielle que Google qui a sur le marché, à savoir Gemini 2.5 Pro. D'accord? Ce modèle, c'est ce qui est le plus performant aujourd'hui et qui va pouvoir être beaucoup plus efficace que les autres. Et grâce à cette plateforme sur laquelle vous rentrez avec votre adresse mail quand vous rentrez dans n'importe quelle intelligence artificielle, vous allez pouvoir interagir et pouvoir utiliser gratuitement, d'accord, et de façon illimitée, chose que vous pouvez peut-être pas faire avec ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Pour cela, tout simplement, vous vous rendez sur l'application, sur le logiciel AI Studio Google et vous sélectionnez le dernier modèle que Google nous a offert, et à savoir celui-là. Vous lui donnez le prompt et ici, comme vous n'avez pas de visualisation, vous avez juste à télécharger à chaque fois que vous avez un fichier HTML qui a été produit. Vous avez juste à le télécharger, vous appuyez dessus et il va s'ouvrir automatiquement parce que c'est déjà un fichier HTML. Donc, vous n'avez pas à faire la manipulation non plus, chose qui est avantageuse.
même si, en contrepartie, vous n'avez pas le Canva qui est vachement intéressant. Donc, vous pouvez jongler sur les différentes intelligences artificielles et être efficace, essayer de faire évoluer votre application. Super, bah, un grand merci déjà à tous les deux pour cette présentation, ces présentations d'une grande richesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes allé, et on vous en remercie, du simple au plus complexe. Parce qu'évidemment, l'utilisateur ou l'enseignant lambda, entre guillemets, qui n'est pas familier avec ces outils-là, puisse déjà mettre le pied à l'étrier, puis commencer à expérimenter des choses avec, vous l'avez souligné, hein, des connaissances et des compétences là-dessus. Et sans rien vous enlever, messieurs, vous n'êtes pas des codeurs, vous n'êtes pas des développeurs, vous êtes des professeurs de PS et vous n'étiez pas rompus à ces usages-là. Et en quelques semaines de recherche, de tâtonnement, voir ce à quoi vous arrivez avec ces ressources-là est extrêmement intéressant. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer le travail de tous ces enseignants dont vous faites partie, qui créent, qui expérimentent, qui partagent, là aussi qui tâtonnent. Et je voulais en profiter pour rendre hommage à ça en replaçant ce rôle de bricoleur au sens noble, hein, quelque part, de l'enseignant qui cherche à adapter à son contexte les propositions. Et comme vous l'avez souligné, et comme on essaie de le voir ensemble, on y voit tout de suite une plus-value intéressante, c'est qu'on n'est plus dépendant d'une application pensée et conçue par quelqu'un d'autre pour son propre usage dans son propre contexte, mais qu'on peut réellement répondre à des enjeux et des besoins de vos propres contextes et des objets d'enseignement que vous poursuivez. Je crois que vous en avez fait une preuve tout à fait éloquente. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort d'une dépendance à une plateforme. Là où parfois on est toujours bloqué dans certaines productions que le groupe NUMEPS peut proposer, et comme beaucoup d'enseignants ou de groupes partout en France, on est parfois dépendant du coup de la tablette Android ou de la tablette iPad. Celle-ci, ça tourne ici, celle-là ne tourne pas, si je comprends bien, avec ce codage et ce code HTML, le moindre outil, tablette ou smartphone d'ailleurs, peut nous permettre d'avoir une application taillée et pensée pour ses besoins. Bon, maintenant qu'on a souligné toute la richesse de ce travail-là, on va vous torturer un petit peu et puis on va vous cuisiner un petit peu avec quelques questions. Alors, juste pour rebondir, Johan, Oui. comme tu le dis très justement, et j'ai oublié d'en parler, l'application que je vous ai présentée, elle marche à la fois sur iOS avec iPad et aussi sur Android avec Samsung. Voilà, donc en fait, c'est une grande liberté qu'on a sur les applications que vous pouvez créer finalement avec cet outil. Et pour compléter, seulement ce dont on a besoin, c'est le fichier HTML dans l'application, dans la tablette. Vous l'enregistrez, vous le mettez sur le cloud, vous le téléchargez, vous pouvez le mettre sur une clé USB. Il y a juste besoin du fichier qui soit dans la tablette. Et à partir de là, on a juste à l'ouvrir avec Chrome, par exemple, sur Android, ou Safari, ou éventuellement des lecteurs de fichiers HTML qu'on peut trouver facilement sur iPad. Très bien. Merci pour ces précisions. Et on vous rappelle également que l'enregistrement de ce webinaire et les ressources que vous avez proposées sont mises en partage ou vont être mises en partage dans la foulée de ce webinaire. Bon, maintenant, on vous cuisine un petit peu. Et puis, on vient vous chercher sur quelques questions. Et les collègues en ligne, les enseignants en ligne, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des interrogations, qu'elles soient très pratiques et qu'elles soient plus sur les enjeux. Voilà, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Je ne sais pas, Aymeric, si tu veux te lancer sur une question. Ouais, moi, j'ai une première question, messieurs. Donc, vous avez fait présenter 2 applications. Derrière ces 2 applications, quelle est la plus-value pour les élèves? Qu'est-ce que vous cherchez avec ces applications à faire avec vos élèves? Je peux commencer Vas-y, tant qu'on a sur le. Et on essaye réponse courte. Oui, très court. Parce qu'on en a plein des questions pour vous. Et 80% de mes élèves jouent au centre du terrain. Et ça m'embêtait. Et même si on peut leur dire joue à droite, joue à gauche, tu ne vois pas l'adversaire où il se trouve, il est au milieu. Donc, j'ai des façons très pratiques. L'élève va pouvoir avoir des données statistiques, des repérages visuels clairs avec des points précis, et dans lequel l'élève va pouvoir visualiser plus facilement où est-ce qu'il a joué, où est-ce qu'il faut que je joue, où est-ce qu'il faut que je ne dois pas jouer. Et à ce moment-là, l'élève va pouvoir prendre des décisions et construire son pouvoir décisionnel et aller jouer dans différentes zones. C'est ce que je veux. Donc, cette application, en l'occurrence, moi, je l'utilise sur 2-3 séances et ça permet de déconstruire une fois qu'on a construit la continuité des échanges, que l'élève puisse
justement essayer de varier les échanges. Et donc, du coup, Non, mais- ce sont des applications, si j'ai bien compris, de recueil de données. Mm. Et donc, alors, deux questions en une. Que faites-vous de ces données concrètement? Et est-ce que l'IA pourrait vous aider à analyser ces données pour les élèves? Alors, pour répondre, moi, en fait, ces données, je les mets sur un tableur Excel, en fait, où je garde les scores un petit peu pour que chaque élève ait à chaque leçon un peu les résultats qu'ils ont eus pour voir leur avancée dans la compétence attendue. Et bien sûr, je pourrais demander à l'IA d'utiliser ces données, même si ce ne sont pas des données personnelles. C'est vraiment des données que j'ai sur chaque équipe, mais en aucun cas, je vais mettre les données de mes élèves dedans. C'est vraiment que des noms d'équipe, parce que moi, les noms d'équipe, je sais qui y a derrière, en fait. Bah, alors justement, tu parles de données personnelles. Est-ce que un fichier HTML récupère des données personnelles? Alors, Et donc, du non. coup, est-ce qu'il y a des Alors, vigilances au niveau RGPD? Alors oui, il y a des Alors, vigilances. L'application que je vous ai montrée, elle est RGPD, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut ne pas être RGPD. C'est-à-dire que le code HTML, il n'y a pas de données qui sont prises puisque c'est un fichier local. Fichier local, il est dans l'ordinateur et ça ne va pas puiser sur Internet des données, etc. Donc le fichier en lui-même HTML est RGPD. Par contre, si moi, je quitte ce fichier HTML et je vais commencer à le partager sur un serveur externe comme Google, etc., là, finalement, je suis plus en RGPD. Si je rentre des données et que je partage ces données d'élèves, ben là, du coup, je ne serai plus RGPD. Donc, c'est vraiment l'utilisation que j'en fais. Mais de base, c'est RGPD, le HTML. Oui. et au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce que vous voyez des vigilances en termes de recueil de données dans les prompts que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle? Oui, bien évidemment, si vous commencez à interagir avec l'intelligence artificielle, que vous commencez à lui donner des détails sur nos élèves, là, ça peut être commencer à être problématique. Si on lui donne des détails sur des noms, des dates de naissance ou des choses qu'on peut trouver sur nos élèves, ça peut être problématique. Mais si, de façon pragmatique, les données ne sont pas non plus divulguées d'une façon ou une autre par l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir quand même qu'on ne peut pas balancer les données de nos élèves n'importe comment. Et ce fichier, finalement, une fois qu'on l'utilise dans nos cours avec nos tablettes ou avec notre portable, il doit rester en local. Et nous, à la fin, si moi, par exemple, j'ai créé des PDF grâce aux interactions des élèves, je vais pouvoir effacer ce PDF juste après le cours. Alors, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour construire vos applications, vous avez parlé d'interaction avec l'IA. Est-ce que vous pouvez dire un peu, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça demande d'interaction pour pouvoir avoir une application HTML qui soit Alors, je Et pense que peut-être, pardon, dans la ouais. continuité de cette question-là, c'est quel conseil vous pouvez donner à l'enseignant qui n'est pas du tout rompu à ces usages-là, qui voudrait se lancer? Voilà, comment vous pouvez l'aiguiller pour que ça ne soit pas trop complexe techniquement sur les usages parfois poussés que vous avez pu mettre en avant ensuite. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai voulu vous montrer plutôt pour les novices en informatique comment on pouvait simplement créer une application via l'IA. Et Juan, c'était un peu plus conceptualisé avec un peu plus de recherche. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'être très précis sur votre prompt. Plus vous allez être précis, plus vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ce que vous demandez. Finalement, pour vous proposer mon application, j'ai dû faire 5-6 échanges. Donc, ça s'est fait vraiment très rapidement, puisque dès le prompt que je vous ai montré, j'ai quasiment eu l'application que je vous ai montrée, à part 2-3 choses. J'ai rajouté par exemple la question où quand je mets fin du match, j'ai une demande de confirmation. Je voulais que mes 2 boutons de l'écran d'accueil s'adaptent aux données que je donnais dans l'écran d'accueil. Donc en 5-6 échanges maximum, selon moi, on peut déjà avoir une application qui est aboutie. Après, pour tout vous dire, je voulais mettre une image sur mon application et là, ça a bien marché. Le problème, c'est que quand je partageais mon application aux collègues du NUMEPS, ils me disaient Brice, on ne voit pas ton image. Alors que moi, ça marchait très bien. Et en fait, c'est normal, puisque c'est un fichier local. Donc sur mon ordi, ça marche très bien. Et quand je le partageais, il y avait un petit bug. Donc c'est un peu les limites de l'IA aussi. Et là, par contre, pour cette image, j'ai ramé, quoi. J'ai vu beaucoup de prompts, beaucoup d'échanges avec l'IA. Et ils ne voyaient pas trop, ils n'y arrivaient pas. Et du coup, j'ai dû abandonner. Mais c'était vraiment la forme. Sur le fond, en 5-6 échanges, moi, c'est…
Ça suffit. Il faut rester vraiment progressif. Il ne faut pas se lancer sur des projets très, très complexes parce que vraiment, moi personnellement, j'ai essayé de faire un truc de fou au début. Je me suis cassé la figure. J'ai passé beaucoup trop de temps et pour rien. Donc, il faut vraiment faire des choses très simples. Commencer par des petits compteurs peut-être. Vous avez vu, je n'ai pas donné grand-chose sur l'écran. Vous avez l'application que j'ai créée. Je n'ai pas donné grand-chose et elle nous a fait quelque chose d'assez intéressant et finalement utilisable sur le terrain. Donc, on reste sur des choses simples, petit à petit, on peut rajouter, on peut essayer de complexifier. Pour vous rassurer, et ce qui est vraiment chouette, c'est que l'IA va vous poser des questions. Ok, Brie, j'ai compris, tu me proposes ça, ça, ça. Est-ce que, selon toi, on ne pourrait pas mettre une question pour, si je clique sur fin du match, que tu aies une phrase de confirmation? Et même moi, je n'y avais pas pensé. Donc, hop, en fait, c'est l'IA qui m'a proposé cette question. Et je dis, bah ouais, ça peut être une bonne idée pour éviter justement les erreurs. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. C'est assez simple, même pour les débutants en informatique. Voilà. Donc, en 5-6 échanges. En se posant avant tout la question, est-ce que vous avez fait dans votre proposition de l'usage, ce qui rejoint la question d'Aymeric tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que je vise déjà pour mes élèves, quelle transformation j'attends d'eux dans la composante motrice, méthodologique ou sociale de la compétence visée, avant de rentrer évidemment par la technique que là vous avez pleinement asservi aux enjeux pédagogiques et aux enjeux didactiques. Il y a une question dans le chat et qui rejoint également une question que j'avais en tête sur la conservation quelque part des données ou l'exploitation ensuite des données, la diffusion des données. Alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Lebrun qui nous dit y a-t-il moyen d'envoyer en direct les données récoltées par les tablettes à une sorte de tablette mère qui récolterait l'ensemble des données. Est-ce que vous avez pensé à ces types d'export ou est-ce que vous avez testé des choses là-dessus pour exporter et puis conserver des données si ça vous intéresse et quand ça vous intéresse? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je ne l'ai pas testé sur le terrain, mais oui, c'est tout à fait possible de le faire sur une tablette mère. Il n'y a plus qu'à transférer. Moi, je le fais vraiment en direct pour que mes élèves s'auto-évaluent immédiatement et qu'après, on puisse passer sur d'autres matchs, en fait. Mais moi, en tous les cas, je ne l'ai pas testé, mais ça pourrait se faire, oui. De mon côté, le mieux, c'est de le faire directement sur chaque tablette. Mais par exemple, sur Android, il y a déjà des partages des fichiers qui se font automatiquement entre Android, qui s'appelle Quick Share. C'est une fonctionnalité que vous avez sur toutes les tablettes quand vous descendiez la bannière d'en haut, de haut en bas. Et avec Bluetooth, vous pouvez partager facilement ces données vers la tablette que vous voulez. Peut-être sur iPad. AirDrop. Oui, vous pouvez utiliser AirDrop. Donc oui, on peut le faire très bien. Il faut rester sur des partages bien simples. C'est pas si compliqué la vie. Et de la même façon, sur l'export, des tentatives ont été faites et des productions sont proposées également pour exporter les données recueillies, souvent dans un format CSV, qui est un format type tableur, et qui va permettre, comme Brice le disait tout à l'heure, qui reportait ces données sur un tableur Excel quand il avait besoin de conserver des choses. Voilà, il y a des pistes en effet là-dessus, mais ce que je trouve intéressant, c'est également de se poser cette question-là. En quoi ces données-là vont me servir dans une semaine, dans 3 semaines. Et pareil parfois sur la vidéo, je crois qu'on fait tout un ensemble de recueils vidéo, qu'on utilise toutes ces données. Et puis est-ce qu'on les réutilise réellement après? Je trouve que c'est intéressant dans la situation que vous proposez d'être voilà, sur cette boucle d'action, rétroaction, mais on est là dans la situation, dans la leçon. L'exploitation qu'on peut en faire a posteriori, oui, il y a des solutions, il y a des moyens. Quelle plus-value sur l'apprentissage? Là aussi, il faudra qu'on se pose la question quand j'ai besoin de conserver ces données-là pour les réexploiter. Mais souvent, c'est vrai que je suis assez convaincu que c'est in situ que les choses aussi se passent et qu'on puisse fournir ce feedback direct, immédiat, rapide à l'élève pour qu'il puisse ensuite le réexploiter. Mais voilà, pour répondre un peu à la question, quelques pistes. Ouais. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Johan qui a parlé de vidéo. Messieurs, on voit beaucoup dans les cours de PS l'utilisation de vidéos pour que les élèves connaissent leurs résultats, se voient pratiquer. Parfois, cette analyse de la vidéo peut être mal réalisée par les élèves et demande du temps pour le professeur. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider dans cette analyse vidéo? Oui, aujourd'hui, clairement, oui. Mais comme je vous ai dit, on a déjà parlé, il faut être vigilant sur ce qu'on partage avec l'intelligence artificielle. On pourrait parfaitement aujourd'hui, avec l'outil que je vous ai montré des Google AI Studio, on pourrait parfaitement lui partager une vidéo. Aujourd'hui, l'IA est capable d'analyser la vidéo, d'analyser les mouvements, d'analyser l'audio de la vidéo avec beaucoup de performance. Vous pouvez lui demander aujourd'hui de vous remplacer avec une vidéo de vos élèves et de l'évaluer à votre place.
Mais bon, Alors, c'est oui. pas l'intérêt. Et il faut rester vigilant sur ce qu'on partage avec l'intelligence artificielle. Alors, il pourrait analyser, on pourrait s'en servir pour analyser, on pourrait même créer des outils d'analyse grâce à lui. Mm. Il faut quand même, et d'ailleurs l'IA vous le dit, elle peut faire des erreurs. C'est possible. Donc, il faut être toujours vigilant pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui sont faites en termes d'analyse. Et en tant qu'enseignant, on doit être derrière pour essayer de réajuster tout ça. Sinon, l'IA analyse très très bien, mais peut faire encore des erreurs. Ça fait bon. Merci beaucoup pour ces propositions. Nous, le challenge, c'est un flash numérique, 1 heure. Et ben, on va rester sur ce format-là, malgré toutes les questions et les interrogations qu'on a encore, les perspectives qui s'ouvrent également par rapport à ces propositions. Comme vous l'avez souligné en introduction, on est sur des premiers usages et c'est assez frais tout ça, hein, donc ça tâtonne. Et le tout, c'est de conserver encore une fois ce regard critique pour toujours se poser la question de la plus-value, soit du côté de l'enseignant et ou du côté évidemment de l'élève. En tout cas, un grand merci pour ces propositions. C'est pas simple de s'exposer, de préparer et d'essayer de synthétiser tout ça sur ce timing contraint. Puis on était derrière pour le vérifier. On remercie au passage Marina Merter qui était à la technique. On a peut-être une petite dernière question, on va voir si on peut y répondre. Non, c'était ça? Non. Non, pardon, je croyais qu'il y avait une question supplémentaire. On vous rappelle en tout cas que ces flashs numériques sont disponibles en replay pour les 4 premiers qui ont eu lieu et puis ce 5e ou 6e, je ne sais plus où on en est, dans la saison 4 en tout cas, épisode 2, a été également enregistré. On le mettra à disposition, tout comme vos ressources, je crois, messieurs, que vous voulez bien partager avec la profession et comme les partages que le cercle NUM EPS de l'Académie de Montpellier vous propose régulièrement sur ces espaces. Ils ont été rappelés dans le chat, hein, l'espace Pearl Trees ou la chaîne YouTube EPS Montpellier sur lesquelles vous pouvez retrouver tout un tas de données. Et j'en profite pour saluer le travail également là des collègues et ce partage-là permanent de la profession qui rend notre profession si riche et si belle. Un grand merci à vous. Merci Aymeric de m'avoir accompagné sur cette présentation. Merci Marina pour les aspects techniques et technologiques derrière la caméra. Et il est toujours précieux d'avoir du monde pour nous accompagner à tout ça. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode, pour suivre également nos travaux, partager vos propositions également, n'hésitez pas, on est toujours friands de ces échanges-là professionnels qui nous font tous avancer collectivement. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée.